Bonjour. Donc, si vous êtes là, vous utilisez Jenkins? Ouais? Non? Vous utilisez Jenkins? Ouais. Ouais. Euh, Nicolas, lève la main. Merci. du coup, on est là pour parler un peu de tout ce qu'on fait tous avec Jenkins, qu'on ne devrait pas. Euh, on vise personne, ça va bien se passer. Ouais, c'est ça. Bonjour, je m'appelle Adrien. Euh, du coup, m'appelle vraiment Adrien. Je travaille chez CloudBees depuis 3 ans et je suis au support. Et du coup, j'essaye d'éviter les problèmes chez nos clients où je les répare quand il y en a. C'est rare, mais ça arrive. Et moi, c'est Damien. Je suis training engineer depuis 2 ans. Je fais des labs, des workshops pour apprendre à bien se servir de Jenkins et de nos produits. Et je me débrouille pour que vous soyez tous certifiés Jenkins officiellement aussi. Alors, on va commencer. En avant, on va installer Jenkins. Il faut bien commencer par le commencement. On va sur le site. Ça nous dit télécharger ce war et lancez-le avec la commande Java. Pas de problème. Java.jar. Vous faites tout ça, c'est bon? On est prêt pour la prod? Non? C'est bon, vous avez ça Sûr? en prod quand même. Non. Ah, j'ai pas installé Java. Oups. Non, ne lancez pas Jenkins avec Java. Il y a des super outils qui s'appellent les gestionnaires de paquets ou Docker si vous êtes dans ce genre de truc. Ça va vous aider à l'intégration. Lancez Jenkins parce qu'il faut penser pas que à Jenkins mais à son cycle de vie, à l'utilisateur avec lequel il va tourner, à toute l'intégration, les dossiers, où est-ce qu'ils se trouvent, comment est-ce que vous monitorez. Et en fait, il y a des paquets qui sont tout prêts qui vous permettent de faire ça. Utilisez-les. C'est vraiment le premier conseil qu'on va vous donner parce que le nombre de Java-jar, c'est un peu trop. Ouais, ouais, ça arrive encore. Du coup, bah, super. Docker, en plus, c'est un peu connu. Vous connaissez un peu, non? Non, ça démarre juste. Du coup, je vais démarrer mon conteneur de cette façon-là, où je vais faire un simple apt-get install Jenkins. Et puis là, bah, ça tourne. On est content. Ouais, vous faites ça aussi, non? Non? Le problème, c'est que là, vous n'avez pas la certitude de quelle version vous utilisez. Vous ne pouvez pas savoir si c'est une weekly release d'il y a 2 ans ou il y a 2 minutes. Vous n'avez pas, si c'est en LTS ou pas. Donc en fait, l'idée, on va vous conseiller, c'est d'utiliser plutôt les packages. Sur les packages, vous allez utiliser Madison ou Lock version pour être sûr de la version que vous utilisez, que vous faites tourner. Si vous êtes sur Docker, vous allez utiliser au moins le tag, sinon le digest. Juste un avis, à partir du moment où Jenkins il est critique pour votre cycle de vie de release, et donc en gros comment vous gagnez de l'argent, si on mange des pâtes à la fin du mois ou pas, vous allez plutôt utiliser une LTS en prod. La weekly vous allez l'utiliser pour tester, pour voter pour la prochaine LTS, ou parce que vous voulez faire un test sur la nouvelle feature d'un plugin ou de core, voir si elle fonctionne bien, ce genre de choses. Super. On prend Jenkins, on le met dans Docker, parce que quand même c'est vachement c'est trendy. On a une version fixée, c'est la LTS. Bon bah ça c'est mon premier job. J'ai commencé mon premier job, j'ai cliqué sur nouveau, freestyle. Et ce job, bah, c'est mon job d'administration. Il est là pour lister tous les plugins qui sont installés sur mon Jenkins. Est-ce que ça va? C'est quand même assez moyen. Alors le problème qu'on rencontre ici assez souvent, c'est qu'on part du principe qu'on va sortir du workspace, donc de l'environnement de travail du build, et on va essayer d'aller se balader dans une structure. Mais cette structure de fichier, elle peut changer si je renomme mon job, si je sors, si je ne suis pas sur le master. Donc ne partez pas du principe que vous pouvez vous balader dans Jenkins. Restez uniquement dans votre environnement restreint qui est le workspace de votre build. Ça vous évitera beaucoup d'ennuis. Alors vous pouvez me dire, ouais, mais Adrien, c'est pas un problème. Moi, je build tout sur master. J'ai boosté mon master avec 50 exécuteurs. Comme ça, j'ai 50 jobs qui s'exécutent en même temps. Tout va bien. C'est voilà. Oui, vous buildez sur master? Ouais. Et pas honte, c'est pas grave. On l'a tous fait. Faut juste éviter parce qu'en fait, si vous vous retrouvez avec ce genre de choses, voilà, la variable, je la mets pas. Bah, je fais un rm-rf slash. Voilà, on dit au revoir à Jenkins. Et donc en fait, une fois si vous êtes sur master, le pire qui peut vous arriver, c'est vous tournez en tant que root, vous dites au revoir à votre serveur, vous tournez en tant que Jenkins, c'est juste le Jenkins Home qui s'en va. Ça limite les dégâts, mais bon, c'est quand même pas top.
L'idée, c'est d'avoir en fait les agents. Vous allez utiliser des agents. Vous allez que ça soit des connexions SSH avec des agents physiques, sur des serveurs physiques, ou alors des agents qui sont créés à la volée par des plugins dédiés, donc EC2, Kubernetes, Gcloud, d'autres. L'idée aussi, c'est que juste avant, on rigolait, mais je mettais 50 exécuteurs sur le master. Le problème de ça, c'est que vous allez rapidement, potentiellement, faire écrouler les performances de votre build, même de l'agent. Donc l'idée, c'est plutôt d'avoir un nombre d'exécuteurs qui correspond au nombre de corps CPU que vous avez sur le serveur. C'est une bonne idée de base. Aussi, éviter d'avoir plusieurs agents sur le même serveur physique en vous disant « ouais, j'ai suivi les recommandations, j'ai un CPU 4 cœurs, je mets un agent avec 4 cœurs, puis j'en mets 4 sur le même serveur. » Voilà, ça ne sert à rien non plus. Donc évitez de faire ça. Ils vont se marcher sur les pieds, ça peut créer des problèmes. Donc l'idée, c'est vraiment de rester sur ces données de base. Vous verrez par la suite si ça peut être customisé, mais c'est un bon point de départ. Super. On a un Jenkins, version fixée, on a des agents, on ne se balade pas en dehors du workspace. Ça commence à bien se passer. Bon, bah super, je suis gestionnaire du Jenkins et je suis allé voir les équipes de développement et ils m'ont dit on fait des builds, après des tests, puis des tests d'intégration et du déploiement. Je fais un job pour chaque parce que le build se fait sur une machine, etc. Puis ils s'enchaînent, ils s'appellent les uns les autres. Donc mon équipe est super contente. Ils s'appellent les uns les autres, parfait. Et alors ils sont tellement contents qu'ils en ont parlé à leurs voisins. Alors ce que j'ai fait, j'ai copié-collé les configurations et puis à chaque fois j'ai fait un dossier pour chaque en copiant-collant de l'un à l'autre. Donc j'ai 3 équipes, ils ont tous les 3 leur même build process. On peut voir les étapes, c'est pas mal. Puis j'ai mon petit script, moi, qui me sert à gérer l'instance. Tout va bien. Est-ce que ça va bien pour vous? Ouais. Qui fait ça? N'ayez pas honte, n'ayez pas honte. On est là pour... Ouais. Alors, si vous faites ça, l'idée... Le problème, en fait, c'est... Bon, déjà, c'est plus à la mode, et on aime bien faire que des trucs à la mode, mais surtout, la gestion de configuration dans le temps, comment est-ce que vous faites pour arriver à propager un changement? Si votre build, c'est plus Maven, mais Gradle. Si vous avez envie de passer des binaires, oui, vous buildez, vous n'allez pas rebuilder au moment du test, vous allez devoir vous passer des éléments. C'est le concept de réutilisation binaire dans l'intégration continue. Il y a énormément de raisons pour lesquelles ça va vite devenir complexe. Ça marche maintenant, il n'y a pas de problème. Mais dans 2 mois, ça va être la catastrophe. Pour résoudre ça, faites du pipeline. Alors le pipeline, pour remettre tout le monde au même niveau, si jamais il y en a qui ne connaissent pas, il n'y a pas de honte, c'est un fichier texte qu'on appelle le Jenkins file qui est stocké dans votre dépôt de code. Et en fait, Jenkins, il va utiliser ce fichier pour savoir comment faire le job. Donc l'équivalent de la configuration à la main, clic, 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 glisse, scroll, clic, clic. Là, c'est un fichier de texte qui va suivre le cycle de vie de votre code. Alors ça s'implémente de 3 manières, selon 3 types de jobs. Le pipeline simple, c'est un job simple dans Jenkins qui pointe vers un dépôt de code sur une branche en particulier. Il prend le Jenkins file et il fait des builds, comme on faisait avant. C'est l'unité de base. Celui que vous allez utiliser la plupart du temps, qui est le standard de base, c'est le multi-branch pipeline. En fait, c'est un dossier qui pointe vers votre dépôt de code. Et dans ce dossier, automatiquement, Jenkins va créer un job pipeline pour chacune des branches et pull requests. Il va se charger de les créer, de les supprimer, mettre à jour, builder. Chaque fois qu'il y aura du code qui arrivera et qui dira hop, webhook, nouveau code, blablabla. Donc celui-là, il commence à devenir plus sympa parce que vous gérez immédiatement les branches out of the box. Après, si vous avez la chance d'utiliser GitHub ou Bitbucket, il y a des plugins natifs. Si vous avez autre chose, il faut contribuer. Vous pouvez carrément dire « Salut Jenkins, moi en organisation GitHub, elle est là-bas, je suis l'administrateur, j'ai un token, débrouille-toi ». Et là, Jenkins, il va scanner votre organisation, il va créer un multi-branch pour chacun des projets, et il créera ensuite tous les sous-projets pipeline, et ça sera tout automatiquement mis à jour, rejoué chaque jour avec un scan, etc. Et vous n'aurez rien à configurer, pas besoin de gérer toutes ces configs. Donc le pipeline, c'est pratique parce qu'il y a une syntaxe, une DSL. Alors avant, c'était du scripted, c'était du Groovy, mais c'est pas vraiment. On pouvait coder le pipeline, mais qui dit code dit test, ça peut être compliqué. Pour la plupart des cas d'usage, on a besoin de faire des choses simples. Déclarative syntax, c'est une autre façon d'approcher la syntaxe, beaucoup plus simple, avec des limitations évidemment. C'est celle qu'on vous recommande. Et alors comme c'est du code,
Ben, si on a le même code qui se répète d'une équipe à l'autre et qu'on voudrait pousser une modification, mon exemple de passer de Maven à Gradle comme système de build, on a un outil qui s'appelle les Shared Libraries, où vous pourrez partager votre code pipeline et il sera appelé sous forme de fonction. Comme ça, quand vous modifiez, bah, tout le monde tire parti de la modification. Et tout le monde peut contribuer, comme c'est stocké dans un dépôt Git à part. Ce sont les Shared Libraries. Du coup, impeccable. Moi, j'ai toutes mes équipes qui sont passées à Pipeline. Ils build. Ouais, ils committent beaucoup. Ils font du fixe, hein, c'est fix me à chaque fois, mais ils committent beaucoup. Et du coup, j'ai énormément de builds. Je commence à en garder. En fait, je les garde tous parce qu'on ne sait jamais, ça peut servir. Même celui d'il y a 3 ans, on ne sait jamais. Hein, ça peut avoir de la valeur ou pas. L'idée, le problème de ça, c'est qu'en fait, plus vous allez avoir de builds, plus vous allez utiliser votre Jenkins Home. Potentiellement, si vous faites en plus des graphes, les résultats de test, couverture de code, ce genre de choses, les graphes sont générés et du coup, sur tous les builds qui existent, ça va être problématique en consommation mémoire et ainsi de suite. L'idée plutôt, c'est de garder un nombre de builds raisonnable. Je dirais à peu près sur la durée d'un sprint si vous faites de l'agile. Si vous en faites pas, vous avez raison. Et on va dire à peu près, voilà, vous pouvez garder une semaine, 20 builds, voilà. L'idée, c'est que vous pouvez séparer le nombre de builds que vous gardez et le nombre d'artefacts que vous gardez. L'idée, c'est d'avoir, par exemple, pour les graphes, justement, un nombre révélateur, une vingtaine de builds, ça va vous faire 20 minutes. Et après, pour les artefacts, vous en gardez que 1 ou 2, parce que de toute façon, l'artefact, potentiellement, vous générez une image Docker, du coup, elle est sur le registry, ou alors une librairie Maven, elle est sur l'Artifactory ou sur le Nexus. Donc vous n'avez pas besoin de garder ça dans le Jenkins. Il n'y a pas d'intérêt à garder ça dans le Jenkins. C'est pas un Artifactory, quoi. Donc voilà. Donc on va limiter en fait le nombre de builds qu'on va garder. Ça va en plus éclaircir un peu les idées de notre Jenkins. Super. On fait des pipelines. On a notre Jenkins fixé, les agents. Et alors, moi, avec mes pipelines, j'ai un problème. Avant, quand mon build se passait mal, je fais du Maven, et puis j'allais regarder, parce que j'ai vu qu'il y avait une erreur, et je voulais voir l'état des fichiers. Parce que des fois, c'était une mauvaise config, un mauvais rapport de test. Donc avant, avec mon ancien système, avec les jobs freestyle, mes développeurs et moi, on allait dans Workspace, Target, puis on regardait le fichier, on le téléchargeait pour voir ce qui s'était passé, pour pouvoir l'analyser. Et je comprends pas, je le retrouve pas avec le pipeline. Est-ce que c'est votre cas aussi? Est-ce que vous faites ça et que vous ne le retrouvez pas avec le pipeline? Levez la main. Qui utilise le Workspace via Jenkins? Ouais, donc vous avez ce problème-là. Alors, vous le savez pas, mais vous avez ce problème-là. Vous le savez pas encore. En fait, avec les pipelines, on change de paradigme et on considère que le workspace est éphémère. Dites-vous, même si c'est pas tout à fait vrai, dites-vous qu'une fois que vous avez terminé une tâche, le workspace il peut être effacé à tout moment. Ce qu'il y a dedans est transient. Donc, si vous voulez conserver des éléments de votre build pour pouvoir les consulter après, utilisez la super syntaxe archive artifacts, qui va conserver les fichiers que vous lui avez donnés. Vous avez un système de pattern, vous pouvez faire target / étoile et ça va tout prendre dedans. Et ça va les sauvegarder avec le build sur le master. Donc après coup, vous pourrez toujours consulter le résultat du build et vous pourrez faire la même action que ce que vous souhaitiez faire avec votre workspace au préalable. Alors, la raison, elle est toute simple. Déjà, Jenkins, c'est pas un serveur web normalement, ou en tout cas, ça peut poser beaucoup de problèmes de sécurité. Et alors, dans le cas du pipeline, vu qu'un seul job va être capable d'exécuter des tâches sur différentes machines, exemple, je build sous Linux, et en parallèle, je teste sous Windows et Linux, puis je fais d'autres choses, vous allez avoir différentes machines impliquées. Est-ce que vous voulez vraiment que votre workspace soit entièrement copié sur toutes les machines à travers votre réseau? Pas vraiment, parce qu'en termes de congestion, c'est pas fou. Vous voulez juste garder un binaire, vous voulez pas tous les fichiers intermédiaires. Alors pour ça, le pipeline vous fournit aussi un outil très pratique, stash on stash, littéralement. On va mettre sur étagère une liste exhaustive et toute petite de fichiers, mon war généré, et on va le récupérer quand on en aura besoin. Ça va marcher de la même manière, ça va le copier sur le master et puis le recopier sur les agents. Donc ça, c'est très pratique. Il y a une limitation. Si, comme moi, vous faites des machines virtuelles, vos artefacts ils font plusieurs gigaoctets. Ça commence à prendre du temps de transfert.
Donc il y a ce qu'on appelle une JEP, c'est les systèmes de normalisation de Jenkins. Il y a une discussion en cours sur une façon de déléguer à un système de stockage ces étapes, archive, artifact et stash, de manière à ne pas encombrer le serveur Jenkins avec ça. Si vous êtes dans des cas comme celui-là, n'hésitez pas à venir donner de la voix sur ce ticket pour nous parler de ce que vous avez comme problème. Actuellement, la JEP 202, elle va avoir le focus sur déploiement sur S3. Donc c'est très Amazon-centrique pour le moment. Ça sera évolutif, c'est juste pour montrer la possibilité de le faire. Du coup, comme je l'ai dit plus tôt, comme je gardais tous les builds, en fait, je me suis trouvé dans le cas où en fait, le Jenkins Home, je pensais être large avec 200 gigas et je me retrouve avec une disquette disponible sur mon serveur. Ça peut le faire, hein, ça peut le faire quand on était dans les années 90 peut-être. Là, en l'occurrence, non. Du coup, en fait, nous, ce qu'on vous recommande, c'est plutôt d'avoir votre Jenkins file sur un système de fichiers que vous allez pouvoir faire grandir. En plus, si vous demandez ça à vos ops, vous allez pouvoir, en gros, leur faire des offrandes et déléguer tout ce qui est backup, enfin, pas forcément backup, mais les prise de snapshot, le disaster recovery. Voilà, faudra faire des offrandes régulières aux ops, évidemment, mais c'est possible. La problématique après, c'est que dans le Jenkins Home, quand on regarde de plus près ce qu'il y a dedans, ce qui se passe, c'est que vous avez quand même des dossiers dans lesquels la politique de persistance, elle n'est pas la même que partout. Par exemple, tout ce qui est tous les dossiers qui sont dans /plugins, en fait, c'est juste une vue explosée du binaire, donc du HPI ou du JPI du plugin. Il y a aussi le war qui est explosé dans /war. Tout ça, en fait, faudrait plutôt éviter de les mettre sur le réseau, parce que sinon c'est pareil, vos ops, là ils vont pas être contents, dire qu'il y a beaucoup de trafic et ainsi de suite. L'idée c'est que là, vous allez avoir la possibilité de les déplacer, les mettre sur un TMPFS, ce genre de choses. Parce que de toute façon, ils sont reconstruits au démarrage de Jenkins. Il y a d'autres dossiers que vous pouvez aussi externaliser. La recommandation de base que moi je vous fais, c'est plutôt déjà le WAR et les binaires de plugins, vous n'en avez pas besoin sur le réseau. Même si vous ne mettez pas sur un partage réseau, sortez-les du Jenkins Home classique, ça va vous simplifier la vie. Et donc ça tombe bien que tu parles des dossiers dans le Jenkins Home, parce qu'une fois qu'on commence à connaître un peu le rôle de chacun de ces dossiers, on va pouvoir commencer à parler politique de sauvegarde. Parce que faire un tar de l'ensemble et pas être sûr que tout est pertinent, c'est vite problématique. Donc, la recommandation du backup, c'est vraiment de se dire qu'est-ce qu'on sauvegarde, avec quelle politique de rétention, dans quel cas. Alors, pour les backups, l'idée, c'est de les sauvegarder à un autre endroit que Jenkins. Ça paraît bête comme ça, mais je crois qu'on s'est tous fait avoir à un moment. Et pensez vraiment ces backups à les timestamper pour pouvoir savoir à quel moment, à quel état revenir. Parce que c'est pas parce que vous avez un beau partage réseau et vous avez fait des grosses offrandes à vos ops que vous allez pouvoir restaurer des backups comme ça. La plupart du temps, un restore d'un partage réseau, ça va écraser le contenu actuel. Et vous ne pourrez plus revenir en arrière. Vous allez vous retrouver dans des situations un peu inextricables. Donc il faut que vous ayez aussi une capacité à dire « Ok, mon Jenkins, je veux revenir en arrière à juste la version d'hier. » Moi-même en autonomie, le tester à côté. Donc externalisez tout ça. N'essayez pas de faire des deltas. Déléguez ça à un vrai système de snapshot. Parce que sinon, vous allez au-devant de gros problèmes. C'est un peu comme manipuler les données dans la base de données sans passer par le modèle objet. Ça peut poser des gros soucis. Et alors, quand vous faites vos backups, Jenkins, il faut le voir un peu comme une base de données. Si vous voulez vraiment avoir des backups clean, vous êtes sûr que vous n'aurez pas de problème. Quand vous démarrez le backup, mettez-le en quiet mode. C'est une option dans l'administration qui va empêcher les nouveaux builds de se déclencher. Ils vont juste être empilés. Comme ça, vous allez pouvoir faire un backup complètement propre. C'est une espèce de sauvegarde à chaud, en fait, le principe qu'on veut appliquer là. L'intérêt, c'est que vous êtes sûr que vous ne risquez pas de perdre des jobs qui vont s'exécuter pendant que le backup s'exécute. Ça, c'est un assez courant, mais ça peut vous sauver la vie aussi. Du coup, là, on est dans un cas où on a fait du pipeline, on a nos bons paquets pour démarrer Jenkins, on a une politique de backup qu'on teste, plus ou moins, ou pas. Et du coup, là, il y a toute l'entreprise qui se dit « Ah, Jenkins, c'est trop bien,
je peux faire je peux tester, je peux builder mes trucs et tout ça, voilà. Même la compta fait les payes dessus. Ouais. On rigole, mais nous, ils font du continuous delivery d'expense. Donc oui. La problématique qu'il y a à ce moment-là, c'est que du coup, vous vous retrouvez avec une instance qui est juste un mastodonte, un gros machin qu'on n'ose plus toucher, parce que vous avez 100 000 jobs, vous avez 10 000 plugins. Ah non, il y en a 1700 qui existent, donc pas 10 000, mais enfin voilà. L'idée, en fait, après, ça va être plutôt de, quand vous atteignez un certain seuil, qui à découvrir, malheureusement, là-dessus, j'ai pas trop de chiffres exacts. Enfin, il n'y a pas de chiffres exacts. C'est plutôt d'arriver à un moment donné, vous allez vous mettre dans un cas où un Jenkins par équipe, c'est peut-être une meilleure idée qu'un Jenkins pour 12 équipes. Un Jenkins que vous allez mutualiser, vous allez avoir potentiellement la problématique de, il y a des plugins qui fonctionnent pas bien les uns avec les autres, parce qu'ils sont créés par des mainteneurs différents, et du coup, on a cette problématique de, j'ai besoin du dernier plugin Node.js pour l'équipe de front, et malheureusement, l'équipe Maven, bah, le plugin n'est pas compatible avec, ça marche pas. Donc ça casse mon instance. Si vous découpez votre Jenkins et du coup vous retrouvez plutôt avec une multitude de Jenkins, vous allez avoir des backups plus simples, vous allez avoir aussi des montées de version qui vont être plus simples, les équipes vont avoir des sécurités qui vont être bien spécifiques et du coup ils vont pas se marcher sur les pieds, ils vont pas voir ce que les autres font à droite à gauche, surtout si c'est la compta. En général ils n'ont pas trop envie qu'on voit ce qu'ils font. Donc voilà. Donc l'idée, c'est vraiment de diviser votre Jenkins pour vous retrouver sur des choses plus petites, plus faciles à maintenir. Du coup, on arrive, par contre, on avait dit 10 trucs sur Jenkins, on arrive à 42. Ben oui, après 10, 42. De toute façon, c'est toujours 42, surtout. Et c'est surtout que c'est le plus important. Jenkins, c'est un produit open source. On se répète, mais si vous avez des problèmes, si vous avez envie de passer votre Jenkins par la fenêtre, commencez par aller à la communauté. Vous faites partie de la communauté rien qu'en l'utilisant. Et si vous donnez de la voix, ben déjà vous allez contribuer. Contribuer à la communauté, c'est faire quelque chose d'utile. Contribuer à la communauté, il n'y a pas besoin d'être un masterclass Java Champion ou je sais pas quoi. Là, on a toute une série d'exemples de contributions et de choses qui peuvent être intéressantes à faire. Depuis ouvrir des tickets, même si on ne peut pas poser de la reproduction, au minimum dire j'ai ce comportement, regardez je fais ça, ça va pas, ou j'aimerais que ça puisse faire ça. Ça ne veut pas dire que ça sera fait et traité, ça veut juste permettre de donner de la voix, parce que si vous êtes 400 à avoir le même ticket sur le même problème, forcément il y aura des oreilles plus attentives pour le corriger que si vous êtes tout seul, et que vous ne le dites pas. Vous pouvez voter pour les LTS. On a parlé des weekly tout à l'heure. Si vous avez un environnement de staging, vous développez un plugin, vous avez les mains dedans, vous avez un peu le temps, n'hésitez pas à voter. Testez la version qui va être la prochaine LTS et dites je pense que c'est bon ou non, c'est affreux, ça fait que planter. Parce que comme ça, bah, vous aurez des versions LTS beaucoup plus stables. C'est communautaire. Communiquer. On a plein de moyens de communication, peut-être trop, mais il y a un IRC, il y a des mailing lists, c'est ouvert à tous. N'hésitez pas, on ne mord pas. Pas tous. Pas tous. Pas tous. Il y a aussi des conférences, donc là on est à Devox, ça touche la France. On a d'autres sujets, mais il y a aussi à la fin de l'année, il y a le premier Jenkins World à Nice. N'hésitez pas à venir, donc c'est 3 jours sur vraiment autour de Jenkins. Il y a à Paris le 28 juin, il y a le Jenkins User Conference. Le CFP est encore ouvert, vous pouvez soumettre, venir assister, découvrir ce que les gens font avec, sachant que c'est au même endroit que l'année dernière, mais il y aura la clim. C'est un bon point. Il y aura toute une salle sur un end zone et il y aura deux tracks en parallèle. Donc ça peut être vraiment intéressant si vous avez des idées, des choses à dire. Voilà, n'hésitez pas à venir. Et alors un truc qui me tient particulièrement à cœur, levez la main si vous avez un jour essayé d'aller sur le wiki Jenkins et que vous avez en vue rouge directement. Et que vous avez essayé de modifier une typo ou de contribuer à ce wiki. Même chercher un plugin sur le wiki. Ouais. Ah, en fait, le site Jenkins, ça fait maintenant 2 ans qu'il est hébergé sur Jenkins.io. Et vous pouvez contribuer à chaque page parce que c'est dans GitHub. Donc si vous trouvez que la documentation n'est pas claire et pas complète, c'est communautaire. Oui, nous, CloudBees, on paye des gens pour travailler là-dessus, mais on n'est pas tout seul. Jenkins, c'est à vous tous, c'est à nous tous.
Donc si vous trouvez une documentation pas claire, vous avez envie de faire un quick start, vos contributions sont les bienvenues. Vous scrollez en bas de la page, tout en bas dans le petit bandeau, et vous avez un bouton Contribute to this page. Vous cliquez, ça vous ouvre directement la page GitHub avec l'éditeur de texte. Vous n'avez même pas besoin de savoir faire Git. Vous avez juste à mettre les images et le format Markdown, c'est la seule contrainte. Donc vous pouvez intégrer des vidéos, des tutoriels, proposer des choses. Donc n'hésitez pas, c'est quand même super pratique et je trouve qu'on n'en parle pas assez. Et la doc de Jenkins a toujours été un problème, mais là on a les moyens de tous l'améliorer. Donc si vous avez quelque chose à reprocher à cette doc, n'hésitez pas, proposez des contributions, c'est aussi à vous. C'est surtout parce que si la page elle n'est pas claire pour vous, c'est peut-être aussi parce qu'elle a été écrite par quelqu'un qui connaît bien le sujet et qui a travaillé dessus. Et du coup, pour lui, forcément, c'est limpide, tout est clair. C'est pas forcément le cas. Une page qui est écrite par Nicolas, par exemple, pas forcément compréhensible par tout le monde. Alors, on est arrivé, on a fait, voilà, on a parlé de choses assez basiques, c'est sûr, mais c'est des choses aussi sur lesquelles on n'insiste jamais assez et c'est des problématiques qui potentiellement vous n'avez pas immédiatement, mais qui viennent vous taper derrière les genoux dans 1 an, 2 ans. Du coup, voilà, on est sur les choses basiques. Mais on a quand même prévu, on a du reste. Hein. Ça fait 3 ans que je fais du support, donc j'ai des choses. Je citerai de manière anonyme quelqu'un qui dirait « Avec Jenkins, la porte est ouverte à faire de la merde de plein de manières. » Voilà. Donc on en a une liste longue comme le bras. Voir les deux. Du coup, la première idée, c'est voilà, qui utilise une version weekly de pas cette semaine, enfin de vendredi dernier. Oui, d'il y a 2 ans, qui est encore sur Jenkins 1. Ayez pas honte, ça existe encore. Voilà. L'idée, souvent, ça fait peur parce qu'on se dit, il tourne, j'ai installé mon Jenkins, j'ai fait toutes les recommandations, c'est sur Pipeline ou pas. Mais il fonctionne, ça marche, donc on n'y touche plus. C'est pas mal tes jobs avec marqué Bitcoin sur ton instance qui Ouais. marche. Ouais. Ça travaille pas mal quand même les serveurs. Hein. Du coup, l'idée, c'est voilà, vous allez vite vous retrouver avec des problématiques de sécurité, voilà, des jobs qui vous appartiennent pas, qui sont pas forcément écrits dans votre langue non plus. Donc l'idée, c'est que c'est en fait d'arriver et de dire voilà, il faut mettre à jour Jenkins. Il faut absolument les plugins, faut les mettre à jour. Le core, faut le mettre à jour. La LTS, c'est toutes les 12 semaines. Il y a 3 releases dans une LTS. Il y a tous les backports de sécurité. Et du coup, en fait, il faut absolument... plus vous mettez à jour souvent, moins la mise à jour va vous faire mal. Oui, parce que si vous passez de 1.609.1, qui est peut-être la meilleure LTS qu'on ait jamais faite, elle avait des deadlocks dedans, truc pas du tout grave, à une version 207.1 qui a changé la version de XML, qui a changé 2-3 trucs, la sécurité de base, enfin voilà, ça va vous faire mal. Ça va vous faire très mal. Très mal. Très mal. Du coup, voilà, c'est un vrai problème. Plus vous allez mettre à jour souvent, moins vous allez avoir de difficultés à le faire. Donc faites-le. Et c'est pour le core, c'est pour les plugins, c'est aussi pour la JVM. Parce que Jenkins, oui, ça tourne sur une JVM. Et bien qu'on ne tourne pas encore sur Java 9, il y aura quelque chose de fait, peut-être un jour là-dessus. Il faut, vous pouvez pas rester sur une JVM qui a des failles de sécurité, parce que vous pouvez être exposé aux failles de sécurité de la JVM. Donc mettez à jour. La problématique de mettre à jour, c'est que on se dit, je mets pas à jour parce que ça fonctionne, et quand j'ai mis à jour, j'ai mon instance qui a démarré, mais il n'y a plus aucun job. Ça peut faire peur. Ça peut faire peur. C'est pas qu'il a tout supprimé, c'est juste que des fois, il y a un plugin qui n'a pas été chargé correctement et du coup, tous les pipelines ne sont pas affichés parce qu'il n'y a pas le plugin pipeline. Il y a aussi la possibilité que quand vous mettez à jour, le plugin change la façon dont il stocke les données. Et du coup, vous pouvez vous dire, ah ouais, mais ça marche pas comme je veux, je downgrade, parce qu'il y a un petit bouton downgrade. C'est peut-être, à mon avis, c'est la plus mauvaise idée qu'on ait eue. C'est qu'une fois que vous mettez un downgrade, les plugins peuvent faire l'upgrade de leur schéma de données. Il n'y a jamais le rollback. Du coup, vous vous retrouvez à faire un downgrade et perdre tous vos jobs
ou tous les credentials. Le pire qui puisse arriver, c'est d'avoir votre job, mais que les chemins au repository soient plus les bons, ou que les credentials soient plus corrects. Du coup, vous vous trouvez avec des 401, des 403, enfin voilà. Ça fait jamais plaisir. Du coup, comme on a fait du backup, comme on a testé nos backups, on utilise nos backups pour... on ne fait pas de downgrade, on fait un rollback avec un backup. C'est une bien meilleure idée. Du coup, ça, c'était pas dans l'ordre. Alors, un autre assez courant, c'est d'installer le plugin Greenball. Vous savez, pour remplacer les bulles bleues quand le build s'est bien passé, par quelque chose de vert. Parce que vous aussi, votre maman, elle vous a appris que le vert, c'est quand même bon pour la santé. Alors, la réponse, c'est Blue Ocean. Blue Ocean, Blue Ocean. Blue Ocean, qu'est-ce que c'est? C'est une nouvelle interface graphique qui se loge à côté, qui est une nouvelle façon de consommer Jenkins en tant que développeur. Spoiler alerte, vous êtes administrateur, vous allez vous faire l'ancienne interface pendant très longtemps. Bah, elle est jolie, ça va. Surtout quand il faut recharger la page plusieurs fois à la main. J'aime bien. Alors, Blue Ocean, c'est un projet qui a 1 an, c'est un plugin, ça s'installe sur les instances récentes, c'est écrit en React.js, et l'idée est de vous donner une vue beaucoup plus adaptée. Les informations présentes dans Blue Ocean sont les mêmes que ce qu'il y avait avant, mais elles sont hiérarchisées. L'idée, c'est de dire quand vous allez atteindre Jenkins, vous voulez voir directement les derniers projets sur lesquels vous avez commité, les pull requests que vous avez ouvertes, ou ceux que vous voulez monitorer à la base de favoris. Ça, c'est le dashboard de base de Jenkins, Blue Ocean. Alors ça fait plein d'autres choses. Ça vous donne des vues agrégées de vos projets à base de multi-branch. Donc vous voyez l'historique de l'ensemble de toutes les branches. Vous pouvez filtrer par branche, par pull request. Mais vous avez vraiment une vue projet pour voir les jobs les plus récents. L'information était déjà présente avant, encore une fois. C'est la façon de la présenter et de la consommer qui est différente. Blue Ocean, ça fait des builds verts, contrairement à ce que son nom indique. Vous allez pouvoir avoir la température comme vous aviez avant. Les informations sont toujours les mêmes, mais vous pouvez immédiatement filtrer par branche, pull request. Donc vous avez vraiment cette vue qui correspond à l'état de votre code et plus à des représentations de jobs que vous essayez de mapper à différentes visions du code. Le code, c'est le point d'entrée. Blue Ocean vous aide à vous focaliser là-dessus. Et alors, surtout, Blue Ocean, c'est pipeline-centric. Ça supporte la visualisation des codes freestyle, mais c'est vraiment, vraiment fait pour le pipeline. Ça vous permet de voir toutes les étapes avec les informations importantes, encore une fois, d'un coup d'œil. Vous pouvez vraiment voir à quoi ressemble votre production logicielle. Et alors, quand votre job y casse, c'était vachement bien avant. On allait sur le job, on allait sur console output, et puis on scroll pour chercher l'erreur. On scroll. Donc vous êtes malin, vous faites CTRL F, vous cherchez erreur. Ah oui, pendant le build, il y a une erreur, mais c'est normal parce qu'en fait, c'était un test qui a failé, donc c'est pas là. Donc vous faites le suivant et vous scrollez. Bref, c'était pas vraiment user-friendly. Ce qui vous intéresse en tant que développeur quand le build y casse, c'est d'aller directement là où était le problème. Là, vous visualisez quelles sont les étapes de votre pipeline qui ont cassé et vous avez immédiatement une vue du log sur l'erreur, vraiment centrée. C'est un des nombreux petits éléments de Blue Ocean. Alors, on va pas se mentir, Blue Ocean, c'est encore un projet jeune, ça fait qu'1 an que c'est prod ready. Il y a encore beaucoup de choses à creuser, c'est une nouvelle façon de consommer. Donc encore une fois, essayez-le, et si ça vous convient pas, dites-nous pourquoi, vraiment. Comme ça, il y a du vert et du rouge. C'est ça. Surtout quand ça casse, on est bien au courant. Donc on ferme vite la page. Vite, le chef arrive. Du coup aussi, il y a la politique de dire, ouais, mais Jenkins, l'interface graphique de Jenkins de base pour l'administration, elle est pas belle, elle marche. Quand elle veut. Non, ça arrive qu'elle marche. Mais du coup, on va essayer d'éviter de passer par ça pour mettre à jour les plugins, pour en installer de nouveaux. Et du coup, moi j'aime bien curl, donc je fais un curl, puis un SCP, ou un SSH directement sur le serveur sur lequel est mon Jenkins. Et du coup, j'installe le plugin qui va bien. Voilà. Le problème quand on utilise ça, c'est qu'on oublie que les plugins, ils ont des dépendances. Et que quand on fait ça, on ne tire pas les dépendances. Donc utilisez le plugin manager, vous pouvez le faire via le Jenkins CLI, vous pouvez utiliser une commande en ligne pour faire installer un plugin sur votre Jenkins, et lui, il va installer correctement les dépendances. Donc utilisez votre plugin manager parce que voilà, les dépendances de vos plugins, vous ne les voyez pas toujours. Sur le nouveau site de plugins, elles sont plus affichées, un petit peu dommage. Encore une fois, vous pouvez contribuer à ça. Moi aussi, je pourrais.
Et du coup, en fait, vous allez aussi avoir la possibilité de contrôler voilà, les versions qui sont compatibles, les plugins, les dépendances qui sont installées mais qui ne sont pas dans les versions minimales requises par la nouvelle version du plugin qu'on veut installer, enfin, ce genre de choses. Le plugin manager, il va vous aider à gérer tout ça. Bon, chez Jenkins, il est quand même vachement lent depuis quelques jours. Alors j'ai demandé de l'aide comme chez Devox. Il y a plein de gens qui connaissent le Java, il paraît ici. Alors je leur ai demandé, ils m'ont dit donne-nous les paramètres de ta JVM. Je lui ai donné de la mémoire, enfin il y a plein de mémoire. Enfin j'ai un Raspberry Pi, ça marche bien quoi, enfin 256 MB, petit perm size, il n'y a pas de raison que ça se passe bien. Vous aussi vous avez ce genre de réglage? Avec un peu plus de mémoire? Peut-être. Bon. Alors en fait, la JVM c'est un peu plus compliqué que simplement lui donner de la mémoire. Je pense que là, je pense que vous connaissez mieux que moi. Alors, la recommandation que nous, on a, et moi, ma Bible, quand j'ai des problèmes de perf, c'est cet article qui existe aussi il est aussi posté sur le blog officiel de Jenkins Open Source. Et c'est un contributeur, Sam Van Hort, qui a fait un article très long mais très abordable sur comment mesurer les événements type garbage collecting, donc comment on les mesure, comment est-ce qu'on les observe, et ensuite des exemples d'actionnabilité sur ce mécanisme d'observabilité. Donc comment est-ce que je fais si j'ai un cas comme ça, parce que j'ai un gros Jenkins avec plein de jobs et que le garbage collecting y passe, dans tel cas, en fonction de la JVM que vous utilisez, de la taille aussi de mémoire que vous voulez allouer. Si vous avez plus ou moins de 4 Go alloués à la heap, vous aurez des comportements différents. Vous pouvez tuner le garbage collector. Et puis après, une quantité de flags sortis de la doc de Java qui changent vraiment. C'est assez magique. Des masters avec des builds, des milliers de builds lents. On met un paramètre, on redémarre et d'un seul coup, c'est reparti. Moi, je vous recommande ça, c'est un très bon point de départ parce qu'il vous donne aussi des liens pour les docs de référence. Donc si vous êtes vraiment pointu dans ce sujet-là, ça va vous parler, mais ça fait une jolie petite référence cheat sheet. Du coup, après, il y a aussi le truc, voilà, l'administrateur Jenkins, c'est pas un ops, et les ops, ils veulent pas partager leur royaume. Du coup, vous n'avez pas accès à la machine. S'il y a des ops dans la salle, pas d'offense, je veux pas mourir. L'idée, c'est que la problématique, quand vous fermez l'accès au serveur, quand un Jenkins administrateur il n'a pas accès au serveur réel, il va devoir vous appeler pour avoir accès au log, pour changer les paramètres de la JVM, pour récupérer par exemple un bundle de support. Ça va vous emmerder vite. Du coup, donnez-lui les accès parce qu'en plus, il peut avoir un utilisateur restreint qui n'est valide que dans le Jenkins Home. Du coup, il ne va pas sortir, il ne va pas avoir accès à tout et à n'importe quoi. Et il va être capable de tout seul récupérer des logs. Il va être tout seul capable de déployer un backup, récupérer un backup si jamais il fait dans /tmp. C'est pas une bonne idée, mais voilà. Et si on doit contacter le support, c'est toujours pratique. Donc s'il vous plaît, donnez-lui accès. Alors, Jenkins, c'est un outil super puissant. C'est un super cron sur stéroïdes, j'avais déjà entendu ça. Mais c'est parfois trop puissant. Il y a beaucoup trop de choses à faire. Et on a 3 projets actuellement dans la communauté, c'est un peu les nouveautés. C'est d'autres façons de consommer Jenkins par rapport à ce dont on avait l'habitude, avec une opinion beaucoup plus forte. Alors, Jenkins X, je ne vais pas m'étaler. Il y avait un super talk dessus de Carlos hier. Je vous invite à le regarder en vidéo. En gros, c'est Jenkins dans Kubernetes pour faire des applications qui fonctionnent dans Kubernetes, par Kubernetes, pour Kubernetes. Si vous ne faites pas de Kubernetes ni de container, passez votre chemin. Par contre, si vous faites du Kubernetes, c'est super puissant. Ça fournit des gestions d'environnement, de déploiement, pour de vrai, toutes prêtes, avec Helm, c'est pas mal. Jenkins Essentials, donc ça, il n'y a pas de produit release encore, il y a un travail qui a démarré. Pour le moment, on est au stade JEP, discussion, on réfléchit, on fait des POC. C'est une version de Jenkins qu'on appelle Evergreen qui se met à jour toute seule. Une mise à jour de plugin, ça se met à jour tout seul. Si l'instance crash au démarrage, ça rollback. Si l'instance ne crache pas, mais que vous ne voyez plus votre job, par contre, ça fonctionne. L'idée est de dire, au plus vite on a une fonctionnalité, au mieux ça va se passer. Ça vous permet d'avoir un Jenkins beaucoup plus simplifié. Vous le posez, vous le démarrez, vous arrêtez de vous poser toutes les questions, parce que si on a fait un talk sur ces sujets-là, c'est que c'est un problème assez récurrent. Et donc Jenkins Essentials, il est en mode simplifié. Vous installez pas des plugins, il y a un pack qu'on installe pour vous. Et alors c'est Blue Ocean Only. Pour le moment, c'est juste avec GitHub. Et l'idée, c'est il faut que ça fonctionne de manière simple, donc ça ne va pas couvrir tous les cas d'usage. Donc si vous êtes dans les 20% qui
faites des choses spécifiques où ça ne va pas vous convenir. Si vous voulez juste builder votre code GitHub et le déployer avec un pipeline, ça c'est super intéressant pour vous. Vous allez le poser, ça va marcher tout seul. Tout comme on fait on-off avec Travis quand c'est dans le cloud. Vous avez juste à l'héberger. Le troisième, Configuration as Code. L'idée, c'est d'avoir un joli fichier, alors YAML en l'occurrence, de manière à ce que Jenkins soit auto-configuré en utilisant plein de tambouilles. Je vous invite à poser des questions à Nicolas. Il travaille sur le sujet. La patate chaude. Ça va vous permettre d'avoir la configuration de Jenkins, mais aussi les audits de changement et beaucoup de choses assez sympas. C'est en phase alpha, mais ça va permettre d'étendre le concept de le pipeline as text et après la partie configuration générale. Du coup, après, évidemment, faut bien qu'on mange. Si vous avez des problèmes, des gros problèmes, des grosses instances et tout ça, et que vous n'avez pas envie de vous en occuper, vous pouvez toujours demander à une boîte comme CloudBees de faire le support et de vous aider. Voilà. La certification, c'est accessible à tout le monde pour l'open source. Il y a une version spéciale CloudBees à part. Vous allez sur le site de CloudBees et il y a des questions. Vous pouvez vous préparer. Il y a des study guides, il y a des documentations. Elle est dure. Allez-y si vous êtes sûr de vous et que vous maîtrisez bien Jenkins. C'est le seul conseil que j'ai à vous donner. Bon après, si je veux ma prime de fin d'année, on vend des trainings sur le sujet, mais c'est une autre histoire. Mais par contre, ça vous permet d'avoir une reconnaissance de votre compétence en tant que Jenkins Engineer. Si vous êtes dans ce genre de... Il ne suffit pas de la payer pour l'avoir. Hein. Elle est dure. Elle est dure. Le taux de réussite est... 52%. Ouais. Des Donc candidats. quand vous l'avez, vous pouvez en être fier. Et du coup, on n'insiste jamais assez. Ça, on n'insistera jamais assez. Jenkins, surtout, en fait, j'ai constaté, moi, ça fait 10 ans que j'en fais. En France, on fait tous assez rapidement fait du Jenkins. On a malgré tout assez peu de monde à contribuer. Contribuer, ça va être aussi bien poser des questions, répondre à des questions de nouveaux utilisateurs, quand nous, ça fait 5 ans qu'on en fait. Ça va être faire de la doc, ouvrir des tickets, répondre à des tickets, aider à enfermer. Je parle même pas de faire du code. Vous êtes contributeur pour moi, vous êtes contributeur à partir du moment où vous aidez d'autres personnes à mieux utiliser leur Jenkins. Donc vraiment, la communauté, c'est super important. Ça permet à tout le monde de mieux s'en sortir, de pas devenir tout rouge, de prendre le bureau et de le balancer contre un... Voilà. Ça permet aussi de déstresser un peu. Du coup, voilà, participer à des conférences, proposer des sujets, parce que c'est pas parce que moi, là, je parle de ça que je sais comment vous l'utilisez et ça m'intéresse. Ça intéresse d'autres gens de savoir comment vous l'utilisez, comment moi je peux apprendre de votre expérience pour mieux utiliser mon Jenkins. Ce genre de choses, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Le message, c'est que vous avez quelque chose à contribuer, vous avez quelque chose à raconter aussi. Vous avez des problèmes, vous les avez résolus, soyez-en fiers, et c'est comme ça que vous allez aider les autres aussi. Et ça, c'est de la contribution, et c'est ça qui fait qu'on a cet outil Jenkins. Il est là grâce à des gens qui ont fait ça. Maintenant, c'est à votre tour. Du coup, voilà, nous on a fini. Merci. Il nous reste 2 minutes pour ceux qui sont dans la salle pour poser des questions. Désolé pour les overflows. Sinon, on sera dans les couloirs ailleurs. Il y a des questions, il y a des micros devant, sur les côtés. Nicolas, non. Non, non, non. N'hésitez pas. Oui, d'après ce que vous avez présenté, quand même, il y a plein de problèmes avec Jenkins. Alors, est-ce qu'il ne serait pas temps de faire table rase et puis de refaire ça en cloud native, en microservices, en Rust Qu'est-ce que vous en pensez? Tu devrais installer GitLab CI. Alors, c'est un produit open source, tu peux toujours faire une pull request. Sous un faux compte. Merci à tous. Merci. N'hésitez pas si vous avez des questions. Profitez du Devox. Et bonne fin de Devox.